Charlotte Parmentier-Lecocq a répondu là-dessus. Je voudrais vous interroger sur le 15 juillet. Parce que le 15 juillet, François Bayrou donnera ses grandes orientations, notamment budgétaires. Question tout à fait directe et simple. Avez-vous des craintes que l'on vous coupe des budgets ? Alors, je vais laisser complètement le Premier ministre faire ses annonces le 15 juillet sur d'abord la situation budgétaire. Vous allez le laisser parce que vous n'avez pas le choix de toute façon. Voilà, je ne lui évidemment couperai pas ma la question, c'est est-ce que vous avez des craintes ? Par contre, je pense que ce qui est très important avant tout, c'est d'expliquer dans quelle situation nous sommes. Et là, je pense que le Premier ministre l'a dit plusieurs fois et il l'a redit. Nous sommes dans une situation financière qui est grave et qui est alarmante et qui appelle à une mobilisation générale et à prendre des décisions qui appellent à un effort aussi de l'ensemble des Français, parce que si nous ne faisons pas ces efforts, les conséquences de ne pas faire des efforts auront des impacts bien plus forts, bien plus violents. Et s'agissant des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées, les personnes les plus vulnérables et qui relèvent particulièrement de mon champ, c'est elles qui seraient les premières impactées et le plus violemment impactées. C'est pourquoi il est essentiel que nous fassions ces mesures. Ensuite, le Premier ministre va expliquer la manière dont il travaille et la manière dont on avance. Je crois que, en tout cas des échanges que nous avons, qu'il a une attention très particulière à l'efficacité de la dépense publique. C'est-à-dire que nous devons être attentifs à ce que chaque euro dépensé a bien un retour sur investissement aussi en matière d'efficacité de l'action publique. Et en ce qui concerne aussi mes champs, mais on a vraiment un enjeu très fort sur la prévention. Notamment, par exemple, la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées. Et moi, j'ai porté des propositions fortes pour qu'on puisse continuer. Vous sortez d'un tour de France, tour de France du handicap, c'est comme ça que vous l'avez appelé. Vous êtes allé sur le terrain, vous êtes allé sonder la population, les besoins. Il y a deux choses qui ressortent de cela, c'est simplifier la vie des personnes handicapées, réduire les délais, et vous sortez donc 18 mesures. Sur ces 18 mesures qui vont être présentées demain, j'ai une dépêche sous les yeux, donc je pourrais les lire, mais je vous laisse la primeur puisque vous êtes dans ce studio. Oui, je vous remercie beaucoup de m'avoir convié à cette occasion parce que finalement, la situation des personnes en situation de handicap, elle est quand même très peu mise en lumière de manière globale dans les médias. Sauf quand il y a un événement très grave ou un événement très heureux comme les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques ont permis de montrer aussi une image positive et de changer le regard sur les personnes en situation de handicap. Moi, j'ai voulu m'atteler à la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et de leurs proches et de leurs aidants, qui m'ont très très souvent interpellée lorsque j'étais députée, puis je suis aussi conseillère départementale, pour me dire à quel point les démarches administratives qui sont liées à la demande de droit et d'aménagement de sa vie pour personnes en situation de handicap, c'est Kafka, et je crois que le mot est vraiment faible, et cela provoque en fait des souffrances aussi pour les personnes. C'est-à-dire que en plus de souffrir, d'avoir la situation du handicap et les complexités que ça apporte dans la vie quotidienne, notre système rajoute de la lourdeur et de la souffrance. Donc j'ai voulu vraiment m'atteler à ça en allant à leur rencontre et en allant rencontrer des personnes en situation de handicap ou leurs proches, en allant rencontrer aussi des agents des MDPH, vous savez, les maisons des personnes handicapées qui traitent les dossiers de demande des personnes en situation de handicap, considérant que ces agents ont aussi beaucoup d'idées et de solutions à proposer et souhaitent pouvoir améliorer le service rendu. Et effectivement, plusieurs choses. Alors évidemment, on va pas rebalayer là les 18 mesures, mais grosso modo, ce qu'ont expliqué les gens, les grands axes. Les grands axes, c'est que ce qu'ont expliqué beaucoup les gens, c'est que très souvent, ils doivent faire un dossier qui est hyper fastidieux, qui est long, qui est complexe à remplir, qui demande aussi beaucoup de pièces justificatives, etc. Et que de manière très rapprochée et récurrente, on leur demande régulièrement de reproduire ce dossier 1 an, 2 ans, 3 ans après. L'administration, on connaît tous ça. Ce qui est extrêmement lourd et parfois difficile, un peu violent à vivre quand on vous demande si vous avez toujours votre handicap qui est présent alors que c'est un handicap qui n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. Bien sûr. Donc nous prenons le dossier après le corps et ça va apporter des mesures pour dire, voilà, dans certaines situations,
notamment lorsque le handicap ne peut pas évoluer favorablement, on arrête de demander un renouvellement aux personnes. C'est déjà dans la loi, mais elle n'est pas complètement appliquée sur certains types de dossiers. Donc nous réaffirmons et réexpliquons cette obligation d'appliquer ces droits, mais on va l'étendre aussi, en particulier pour les enfants, l'aide aux parents qui ont des enfants en situation de handicap, qui pourra être attribuée pour l'ensemble jusqu'aux 20 ans de l'enfant. Et tout ça, c'est quand ? Ça intervient quand ? Ça s'est mis en œuvre quand ? Toutes les mesures que je vais présenter en détail demain, elles vont s'échelonner entre 2025 et 2026, parce qu'il y a un temps ensuite alors parfois de législation à ajuster, de réglementation à ajuster, et d'implémentation informatique, etc. Mais mon objectif, c'est qu'on soit le plus rapide possible. Donc ça, ce sera représenté pour chaque mesure, mais en gros, d'ici à la fin de l'année, il y a déjà une série de mesures qui vont rentrer en vigueur, et dès 2026, encore plus. On va détailler tout ça après une première pause. Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l'autonomie des lieux en handicap. On parlera également de la santé mentale des Français, puisque Michel Barnier voulait en faire une cause nationale. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Paul Melun et avec Louis Osalter du Figaro, et avec la ministre chargée des personnes handicapées, Charlotte Parmentier-Lecocq, qui annonce une série de 18 mesures pour simplifier la vie des personnes handicapées, faciliter leur accès aux droits. Ça sera présenté demain. Louis Osalter, vous aviez un cas concret à présenter à Madame la ministre. Je suis ravi qu'on en parle ce soir sur Europe 1 et que vous ayez souligné au terme de votre tour de France les difficultés très pratiques, très concrètes des personnes en situation de handicap face à l'administration. J'ai des proches qui m'ont fait remonter des cas absolument kafkaïens. Ils se heurtent à l'hostilité d'un mur devant eux qui s'appelle le site de la CAF, tout simplement. Donc concrètement, c'est un proche qui est placé sous curatelle, qui est en situation de handicap, pour lequel les tuteurs doivent déclarer actualiser sa situation à travers un compte tuteur sur le site de la CAF. Sauf qu'il a été, dans un premier temps, impossible de créer un compte tuteur. Ensuite, une fois que le compte tuteur a été créé, au bout de plusieurs mois, il est impossible, ne serait-ce par exemple que de modifier ou déclarer des coordonnées bancaires pour que la CAF soit au courant de la gestion de ses comptes bancaires, de transmettre de nouveaux documents pour actualiser cette situation. Bref, le site est éminemment dysfonctionnel, et par ailleurs les appels à l'aide envoyés aux services après-vente, je sais que ça s'appelle pas comme ça, aux conseillers qui normalement devraient aider les utilisateurs, les usagers du service public, ne sont d'absolument aucune aide. Je voulais vous soumettre ce cas-là parce que c'est pas uniquement un cas, c'est-à-dire que ça signifie que le site, pour plein de gens qui sont devant en train de cliquer désespérément et d'essayer de mettre à jour la situation, est dysfonctionnel. Et je pense, on parlait du budget, que ça n'est pas une question de moyens, c'est pas non plus une question de loi votée ou pas, c'est simplement une question d'organisation. En fait, on dirait que l'administration elle-même a une phobie administrative, qu'elle ne sait pas s'organiser pour tout simplement mettre un service public en ligne, ou d'ailleurs parfois en guichet, qui répondent aux attentes des usagers. Voilà, ce cas concret. Oui, alors là, vous citez le site de la CAF. Moi, je suis sur les démarches MDPH, donc, mais les problématiques, on peut les retrouver de façon différente, de façon similaire. Ce que vous évoquez, c'est l'enjeu des systèmes d'information. Oui. Et ça, ce sont des chantiers qui sont en cours aussi de révision, de développement, et spécifiquement pour les MDPH, ça fait partie aussi des propositions que je vais faire demain. Et pour tout vous dire, des travaux sont déjà enclenchés pour améliorer ces systèmes d'information. Beaucoup de gens nous ont évoqué la nécessité de pouvoir avoir un coffre-fort des documents, pour ne pas devoir redonner 150 fois le même document, et aussi qu'il puisse y avoir un dialogue entre les administrations, donc là en l'occurrence entre la MDPH et la CAF, pour favoriser justement cette transmission de documents. Donc ce sont des travaux qui sont encore à l'œuvre et qui doivent encore s'améliorer, mais qui sont, je veux le dire, très clairement identifiés. Après, ce que j'entends aussi dans l'exemple que vous citez, c'est la difficulté à avoir un interlocuteur. Oui. Et ça, c'est vraiment vécu là aussi comme une souffrance et comme une source d'exaspération. Et ça concerne bien les services énorme. publics. Il y a que chez les impôts, on a facilement quelqu'un en général. Donc, je veux vraiment rappeler aussi que il existe les maisons France Service qui sont assez plébiscitées, pour ne pas dire très plébiscitées, par nos concitoyens pour leur bon niveau de formation, d'information et aussi de proximité.
Vous avez des maisons France Service en principe très proches de chez vous. Vous avez des bus France Service aussi qui se déplacent parfois dans des secteurs un peu plus éloignés. Mais vous voyez, Charlotte Parmentier-Lecoq, et là vous avez un interlocuteur qui peut faire la connexion entre plusieurs administrations. Ce qui est étonnant, si je peux me permettre, c'est cette dichotomie entre d'un côté ce que décrit Louis, où on sent qu'il n'y a pas forcément, et c'est une question en même temps parce que vous avez fait le tour de France, des personnes de très bonne volonté dans les services publics, y compris en service des personnes handicapées, ou au contraire, on devrait avoir une empathie plus en fait, devant des gens qui souffrent déjà. De fait, il y a les handicapés qui sont nés handicapés souffrent à la première seconde où ils naissent en fait. Donc personnes qui sont pas forcément qui suivent, où il y a des formulaires, etc. On les perd, on redemande, etc. Parce que c'est comme ça, parce que c'est l'administration, parce que c'est la paperasserie et parce qu'on est obligé de le faire. Et puis si vous n'avez pas de papier, c'est comme ça. Et puis d'un autre côté, vous avez les maisons France Service où on sent qu'il y a des personnes de bonne volonté. Comment est-ce qu'on peut pas mettre tout ça à plat? Et j'imagine que c'est peut-être dans vos 18 mesures, en disant en fait on va mettre que des personnes de bonne volonté, que des gens qui veulent aider les gens, et on pourrait aller formidable. Peut-être de la même façon que l'administration fiscale, où de toute façon ils sont plutôt bienveillants, ils sont volontaires parce qu'ils veulent récupérer de l'argent. Donc je veux vraiment réaffirmer l'engagement qui est celui de nos fonctionnaires et le fait qu'ils sont tous de bonne volonté et ont tous cette volonté de pouvoir rendre ce service et ça se matérialise très bien dans les maisons France Service. Pourquoi ? Parce que il y a une organisation dans laquelle ils peuvent travailler qui permet d'avoir cette proximité et cette efficacité. C'est ce travail-là aussi qu'on va faire avec les MDPH. Moi, je suis allée à la rencontre des agents des MDPH, partant du principe qu'ils n'ont pas envie d'empêcher et de mettre des bâtons dans les roues des personnes en situation de handicap, et plutôt de leur rendre service. Et c'est véritablement ce qu'ils nous expriment. C'est parfois aussi une frustration pour eux de ne pas pouvoir, par exemple, identifier que la personne a fourni un document parce que le logiciel qu'ils utilisent n'alerte pas ça. C'est un problème d'outils, c'est pour ça que je dis que la solution de système d'information est extrêmement importante et qu'on va y travailler. Et c'est un problème aussi de procédures. On va supprimer des procédures qui nous semblent lourdes et inutiles, éviter de devoir renouveler certains dossiers par exemple.